Quels besoins et quels désirs avez-vous? Imaginez que vous soyez perdu dans un désert, sans nourriture et sans eau. Quel est votre premier souci? Survivre, bien sûr. Heureusement, derrière une falaise, vous découvrez un peu d'ombre, quelques gorgées d'eau au creux d'un rocher et 2 ou 3 fruits pendus aux arbres rares. Voici vos besoins physiologiques immédiats satisfaits. Maintenant, quel est votre nouveau souci majeur? La réponse va de soi. Assurer la survie du lendemain. Vos pas vous conduisent dans une vallée riche en fruits et en gibier. Du sol jaillit une source. Vous trouvez même une grotte pour vous abriter. Après vos besoins physiologiques immédiats, vous avez ainsi répondu à vos divers besoins de sécurité. Imaginez à présent que vous soyez perdu dans une ville. Aucun problème de survie ou même de sécurité. Quel est désormais votre besoin le plus important? Échapper à la solitude, rompre l'anonymat de la ville, trouver des gens qui vous accueillent. Nous autres humains, nous ne savons pas vivre en solitaire. Notre nature veut que nous cherchions à satisfaire ce besoin d'appartenance à un groupe. Besoin physiologique, sécurité, appartenance. Quelle est maintenant votre 4e recherche? Vous avez besoin d'être quelqu'un dans votre communauté, d'être reconnu en qualité d'individu particularisé. Surtout ne dites pas « pas moi, je suis au-dessus de ça ». Peut-être ne souhaitez-vous pas devenir célèbre ou puissant, mais vous avez besoin d'être reconnu comme tout le monde. Bon, vos amis vous accordent un peu de cette reconnaissance à laquelle vous aspirez. Ils reconnaissent votre valeur et vous demandent conseil. Ils peuvent même vous conférer une dignité ou une position d'autorité. Besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin de reconnaissance. Maintenant, enfin, vous avez obtenu 4 satisfactions humaines fondamentales. En Europe, aujourd'hui, nous échappons pour la plupart aux problèmes physiologiques et de sécurité. Heureusement, car nous serions incapables de nous soucier des niveaux supérieurs. Mais pour ces niveaux, regardez autour de vous combien nos semblables demeurent toute leur vie à l'affût des occasions d'être acceptés par des groupes et d'être reconnus au sein de leur groupe. Clubs, sociétés, entreprises, syndicats, familles, partis. Comme une lampe exerce son irrésistible attraction sur l'insecte, de tels rassemblements appellent les hommes toute leur vie. Les appellent et les rassurent, leur procurent le bon confort du groupe. Et les hommes volent de l'un à l'autre. La manie du tutoiement facile relève peut-être de ce besoin grégaire. Je te tutoie et tu me tutoies. Ainsi accomplissons-nous l'acte d'acceptation mutuelle. Passons aux besoins de reconnaissance. Ne voyez-vous pas combien tout un chacun court après une reconnaissance de sa position, de son travail, ses petits succès, son argent, son rang, son grade? Votre programme de succématique va vous conduire à dépasser, au moins partiellement, le besoin insatisfait de reconnaissance, non qu'il veuille ou puisse faire de vous un surhomme. Il se limite à dévoiler les forces nombreuses qui sont en vous afin de les appliquer à votre succès. Et le succès représente une telle satisfaction du niveau de reconnaissance qu'il comble vos besoins élémentaires. Ce genre de besoin se voit gratifié de manière si flagrante que soudain vous devenez capable de le dépasser. Alors vous pouvez accéder au niveau des désirs élevés. Sur 100 personnes, 5 atteignent le succès et se libèrent assez pour rejoindre ce niveau. Alors elles peuvent se pencher vers les autres hommes pour les aider vraiment. Alors elles peuvent devenir des guides. Vous en serez peut-être. Le guide dans la montagne félicite la personne qui réussit à le suivre. Celle qui ne réussit pas, il la prend par la main et grimpe avec elle. Tel est le guide. Et sans doute votre mère et votre père en furent-ils pour vous. Et sans doute l'êtes-vous, ou le serez-vous pour vos enfants. C'est le domaine où beaucoup révèlent leur talent de guide. Le père et la mère ne cherchent pas à forcer l'acceptation de leur enfant. Il est le père, elle est la mère. C'est une qualité évidente, si évidente qu'elle les libère du besoin de reconnaissance. Le frère aîné, la sœur aînée, certains chefs, certains conseillers peuvent parfois accéder au niveau de guide. S'ils ont choisi de l'accepter avec naturel, s'ils ont eux-mêmes satisfait et même dépassé les besoins élémentaires. N'est pas guide qui veut, et personne ne le devient en se contentant de vouloir le devenir. Votre futur état de guide, la force et la sérénité qui vous habiteront ne représentent nullement un objectif en soi, mais une conséquence de vos autres objectifs réalisés ou en cours de réalisation. En vérité, vous découvrirez que cet aboutissement recule au fur et à mesure de votre avance personnelle. Les guides ne l'atteignent pas complètement, mais s'en approchent toute leur vie.
Et cette victoire, dans la mesure où vous ne l'accomplissez jamais, se transforme en victoire toujours renouvelée. Pourtant, aux yeux des autres hommes qui, eux, ignorent le concept de guide, vous êtes différent. Quelque chose de votre assurance, de votre bienveillance, de votre autorité les renseigne sans qu'ils en prennent conscience. Ils vous reconnaissent implicitement comme guide. Leur comportement vis-à-vis de vous le reconnaît. Vous êtes un guide car vous n'essayez pas de le devenir. Vous n'essayez pas pour la bonne raison que vous n'avez plus rien à prouver aux autres. Tels ne sont pas les faux guides. En montagne, le faux guide croit peut-être savoir grimper, mais il demeure incapable de donner l'exemple à l'amateur apeuré. Cependant, il peut fort bien expliquer comment grimper, expliquer dans les bistrots au fond de la vallée. Les faux guides jouent un rôle de distributeur de conseils. Combien en connaissez-vous de ces bons apôtres qui accordent tant d'attention aux problèmes des autres afin de fuir les leurs? Telle femme de notre connaissance se mêle de donner un avis péremptoire sur les difficultés humaines et d'assumer le rôle délicat de conseillère psychologique dans un organisme charitable. Pourtant, si vous connaissiez sa famille, les tensions y atteignent un paroxysme dramatique. Ces enfants se dirigent vers des excès dont l'acuité semble indiquer que la bonne entente et l'assistance d'un guide leur manquent à la maison. Devons-nous blâmer cette femme? Reconnaissez que son échec familial ne l'empêche nullement de secourir son prochain. Les faux guides ont même une certaine utilité. Ils conviennent à la frange des gens les plus éloignés du succès, les gens encore plus éloignés qu'eux. Cette femme, comme les faux guides de votre connaissance, recommande un mode d'existence qu'elle s'est montrée incapable d'adopter. Elle parle de ce qu'elle ignore. Elle prodigue des conseils d'occasion. Le guide, lui, encourage et donne l'exemple. Il est capable d'adapter l'exemple à chaque personne bénéficiaire, car c'est un exemple de première main, pensé et revécu en fonction de celui qui le reçoit. Comment devenir guide? Voilà une question paradoxale, car nous savons déjà que la simple volonté d'accéder à ce niveau trahit une insatisfaction de notre besoin de reconnaissance. Ce besoin insatisfait nous empêche d'approcher le niveau de guide. Pourtant, la question demeure importante et même légitime. En effet, l'état de guide offre sans doute le moyen le plus efficace et le plus acceptable, peut-être le seul acceptable, de diriger autrui. Alors, êtes-vous sur le bon chemin? Par exemple, lorsque vous conseillez, ou mieux, lorsque vous aidez une personne, votre but véritable veut-il que par cet acte, vous l'attachiez à vous? Veut-il au contraire que vous la libériez de vous, la rendiez capable de continuer seule? Êtes-vous tenté de donner un poisson à qui a faim, ou prenez-vous la peine de lui enseigner à pêcher? Êtes-vous prêt à écouter autrui jusqu'à la connaissance de ses désirs profonds? La connaissance pour lui, bien plus que pour vous. Voulez-vous l'inciter à choisir le désir principal? Sauriez-vous lui montrer comment le transformer en but véritable? Seriez-vous capable d'entretenir en lui un défi assez puissant pour qu'il ne puisse échapper à la réalisation de son objectif? Oui? Alors vous n'êtes pas loin de devenir guide. En effet, le guide accomplit pour enseigner, et par cette démonstration, il entraîne ses disciples et il s'entraîne lui-même vers l'objectif, le leur et le sien. Ainsi établit-il une domination temporaire, mais il évite de la prolonger. La situation de départ se compare à l'autorité du père sur l'enfant. Très vite, le guide la fait évoluer en relation d'adulte à adulte. Le guide élève les autres au niveau de guide. Dans vos relations avec autrui, refusez de fabriquer des rapports de dépendance, refusez de dominer. À vouloir rappeler que vous êtes le chef, vous retomberiez au niveau de la reconnaissance non satisfaite et vous choisiriez le pire moyen de dynamiser vos troupes. Faites découvrir aux autres ce qu'ils pourraient accomplir sans vous. Créez des visions enthousiasmantes, démontrez-leur qu'ils sont utiles, lancez des propositions et réclamez des propositions, lancez des idées, inspirez des idées et réclamez des idées. Aidez les autres à échapper aux idées d'occasion pour en créer d'originales. Tant qu'ils se traînent au niveau de l'occasion, ils ne vous sont guère utiles, car les idées qu'ils répètent, vous les connaissez déjà. Que pouvez-vous encore inspirer à vos subordonnés? L'organisation. Établissez des plans avec eux, des plans véritables et fondés sur une définition précise des activités, des buts, des conditions et des délais.
Dévoilez à vos partenaires la notion de stratégie. Montrez ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Nous avons déjà parlé du défi, mais ce concept très important risque d'étonner les débutants. Faites-leur voir que le défi représente une condition primordiale de la réalisation de l'objectif. L'objectif collectif et leur objectif personnel. Dites-leur par exemple, vous savez, votre objectif, que vous soyez capable ou non de l'atteindre, moi je m'en moque. Ce n'est pas important pour moi, mais vous ne vous en moquez pas. Votre avenir en dépend. Respectez la liberté de vos partenaires, la liberté d'avoir des idées même supérieures aux vôtres, la liberté de réussir et aussi de se tromper. Sachez qu'ils vont commettre des erreurs, c'est leur droit. Attendez les erreurs comme une péripétie nécessaire et faites-leur bon accueil. Exercez un contrôle vigilant mais positif. Contrairement à la démarche habituelle du chef formé dans les mauvaises écoles de cadres, ne vous appliquez pas à contrôler ce qui ne va pas, mais au contraire, ce qui va. La fonction du contrôle consiste en effet à confirmer que tout va bien. Certes, il faut noter au passage les déviations par rapport au plan, mais renoncez à les condamner. Tenez-vous seulement prêt à inspirer des mesures correctives. Inspirez et non dicter. Quant au succès, ne manquez pas de les relever et de louer ceux qui les ont obtenus. Ainsi pratiquez-vous ce que les psychologues nomment un renforcement. Dans l'esprit de votre disciple, vous associez l'impact bénéfique de votre compliment à son constat personnel d'une réussite. Vous associez la récompense verbale avec le résultat. Vous renforcez la découverte du résultat par une émotion heureuse. Un tel renforcement conduit à multiplier les actes positifs. La critique, quant à elle, ouvre le choix vers 1000 autres possibilités de faillite. Souvenez-vous du guide dans la montagne. Il félicite le grimpeur qui a réussi. Celui qui ne réussit pas, il lui donne l'exemple. Ainsi peut-il faire découvrir les corrections à apporter. Ainsi peut-il le convaincre que lui aussi saura grimper les fois prochaines. Votre fonction de contrôle est positive. Elle consiste surtout à superviser les progrès. Maintenant, pouvez-vous penser, en exerçant une telle influence autour de moi, je vais me faire adorer. Refusez cet espoir. Il trahirait un besoin insatisfait de reconnaissance et une illusion naïve. Le but du guide n'est évidemment pas de se faire aimer. Le faux guide, lui, mendie cet amour en échange de ses bons offices. Il apporte aux autres l'illusion qu'ils attendent, et la gratitude dont il le paie lui sert de renforcement à lui, pas à eux. Votre but, loin de tendre vers l'amour acheté, veut au contraire que vous conduisiez les autres à effectuer ce qu'ils n'aiment pas. En effet, les hommes autour de vous sont esclaves de leurs habitudes confortables ou paresseuses. Dans leurs actions habituelles, ce qu'ils recherchent n'est pas tellement un résultat satisfaisant, mais au contraire une manière agréable ou du moins non désagréable de se diriger vers d'éventuels résultats. Pour eux, la manière l'emporte largement sur le but. Mais vous qui connaissez la certitude du succès, vous méprisez désormais les agréments passagers de la manière pour ne considérer que la satisfaction durable de l'objectif réalisé. Le succématicien, le guide a pris l'habitude d'accomplir ce que les autres gens évitent ou fuient. C'est une observation qu'il convient de méditer. Le guide serait-il différent? Aimerait-il ce qui déplaît au commun des mortels? Non. Il est fait de la même pâte, mais il possède un objectif. Et cet objectif a engendré assez d'enthousiasme pour le conduire à mépriser les chaos de la route. Vos disciples d'aujourd'hui se satisfont probablement de la manière non désagréable dont ils réalisent ce qu'ils réalisent. Par une étrange lâcheté, ils sont même enclins à se satisfaire du résultat ainsi obtenu. Ce résultat médiocre, ils peuvent croire l'aimer car il a été acquis sans peine. Pour l'homme, il est plus facile de s'habituer à la médiocrité de son existence que de décider et de soutenir l'effort vers le succès. La défaite est plus confortable que le combat. Et voilà que dans l'esprit de cet homme, vous faites surgir un objectif assez puissant pour qu'il se mette à réaliser ce qu'il évitait jusqu'alors. Voilà que vous le conduisez à mesurer le mensonge sur lequel il avait bâti un système de vie. N'attendez pas de la reconnaissance, mais attachez-vous à ce qu'il vous croit. Donnez-lui un exemple qu'il ne puisse nier. L'estime vous sera accordée plus tard, et peut-être une sorte d'admiration.
mais n'achetez jamais cette estime au prix d'une faiblesse. Un exemple. Votre chef vous demande d'annoncer une compression de salaire ou une réduction d'horaire à l'un de vos subordonnés à vous. Allez-vous chercher à vous déculpabiliser vis-à-vis du subordonné? Allez-vous lui avouer que la décision n'est pas de vous, que c'est la faute du patron? Mais pour lui, vous êtes le patron. Sachez toujours assumer la responsabilité et l'image de votre fonction. Formez l'habitude de l'assumer, car les habitudes positives nous sont nécessaires et nous deviennent faciles. Formez les autres habitudes du guide, celle du travail, cette forme du courage, cette condition du succès. De toutes vos habitudes, celle du travail se révèle la plus facile, un simple sous-produit de l'objectif en voie de réalisation. Elle vient seule. Formez l'habitude de diriger, c'est-à-dire avant tout de faire admettre les priorités du groupe, d'établir et de faire partager les objectifs collectifs. Vous découvrirez qu'à l'échelle du groupe, l'objectif collectif exige la même préparation et la même stratégie que l'objectif personnel, le même défi. Rien de grand au niveau du groupe ne se crée sans objectif commun. Diriger demande aussi l'habitude de persuader. Comme les méthodes de la persuasion représentent un chapitre fondamental de la succématique, nous leur consacrons une cassette particulière. Avec les autres habitudes, celle de la persuasion va engendrer une véritable habitude de la réussite. Elle vous armera d'une force tranquille. Ainsi accéderez-vous au niveau supérieur. Vous avez choisi d'assumer votre rôle. Vous avez décidé votre liberté. Vous avez pris l'habitude d'opter pour les difficultés, car il le faut. Vous avez choisi de ne pas être un homme ordinaire. C'est votre droit. Vous en avez fait un devoir. Vous avez cessé de vous plaindre. Vous vous êtes accepté comme puissance pensante et responsable. Vos décisions ont marqué votre action, engendré vos résultats et conduit à votre état de guide. Décision, action, résultat, état de guide se confirment l'un l'autre par une interaction équilibrée. Plus de crise, plus de tempête. L'esprit vous dirige. Vous avez atteint la sérénité.